Bonjour, nouvelle émission, le rendez-vous des auteurs sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Le dernier mardi de chaque mois de 11h à 12h en public et en direct, je reçois un auteur confirmé et un nouveau talent. Cette émission mensuelle est animée par Yves Chevalier et elle est réalisée en direct par Daniel Gresset. Bonjour. Ah, je commence à bafouiller, c'est catastrophique. Et je remarque une chose, c'est que la création, elle ne bafouille jamais. La création, elle ne bafouille jamais. Et pourquoi je parle de création ? Parce que face à moi, il y a deux créateurs. Et oui, la création est à l'honneur. Et quel créateur ? Donc, il y a un réalisateur de films d'animation, un passionné, un homme qui vibre pour sa passion et qui a les pieds sur terre, c'est Alexander Scheffman. Je suis très heureux de vous recevoir. Et vous nous parlerez de votre passion, de votre parcours, de vos projets. Toute une passion au service d'un art, les films d'animation. Et puis face à moi, il y a, je vais un peu le taquiner, un agité du bocal, un obsédé textuel, un homme qui travaille, et tel un intellectuel, il essaye de nous montrer, de nous ouvrir les bonnes portes. Il faut toujours écouter certains intellectuels. Et donc, je suis très heureux de recevoir Lucien Cerise. Le titre de votre roman, Oliganarchie, qui est édité aux éditions, c'est Les Sources ? Non, le retour aux sources. C'est le retour aux sources. Alors, quel est le déroulement de cette émission ? De 11h à 11h30, nous allons aller dans l'univers de Lucien Cerise avec son livre Oliganarchie. Un roman à lire et à relire. Et de 11h30 à 12h, place au film d'animation avec Alexander. Alors, Lucien Cerise, ce que je vous propose, c'est que vous nous lisiez un peu le pitch de votre roman. Oui. Je vous écoute, Lucien Cerise. Oui, donc le début du pitch, c'est alors, ouvrez les guillemets, du groupe de Bilderberg au Bohemian Club, entre les lobbies de Washington et de Paris, William Bergman, un spin doctor de la Maison Blanche, travaille à l'élaboration du nouvel ordre mondial, parachèvement de la lutte des classes au bénéfice du capital. Alors, avant de vous poser des questions assez précise, je l'espère, j'ai fait chercher sur le net et j'ai pas trouvé, ou j'ai pas assez cherché, quelle est la signification d'un spin doctor, Lucien Cerise. Donc, spin doctor, c'est un mot anglais, enfin, ce sont deux mots anglais. Oui.
Doctor, bon, on comprend en français, c'est Oui. docteur. Et spin, donc ça, en anglais, ça veut dire l'effet, mais au sens de l'effet rotatif. Hein, comme on donne à une boule de billard, par exemple, si on est très bon au billard, on peut lui donner de l'effet et donc la faire aller dans un sens. Donc, l'idée que veut dire Spin Doctor dans ce sens-là, c'est comment retourner l'opinion, en fait. C'est comme ça qu'on pourrait traduire le spin, donc dans le champ des sciences de la communication. Et donc un spin doctor, c'est un expert en retournement de l'opinion, donc un expert en influence, en propagande, en manipulation. Voilà. C'est comme ça qu'on peut traduire le terme. Donc bon, la langue anglaise étant souvent très synthétique, ils arrivent à dire ça en 2 mots. Voilà. Si on était à l'époque de Machiavel, on pourrait parler donc des conseillers du prince. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le pouvoir politique se déroule énormément dans le domaine de la communication, dans le domaine des médias, et qu'il est absolument central de contrôler ce champ, ce domaine, quand on veut effectivement contrôler une population et fabriquer son consentement, comme dirait Chomsky et son acolyte qui ont écrit cet ouvrage. Donc fabriquer le consentement à une politique et pour la faire passer plus facilement. Voilà. Donc un spin doctor peut être convoqué pour produire des effets de retournement de l'opinion en politique intérieure, mais aussi en politique extérieure. Donc, pour fabriquer le consentement de l'opinion à l'attaque de l'ex-Yougoslavie par l'OTAN, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été déployés. Je me souviens, il y avait eu un documentaire qui était passé il y a quelques années. Et la personne qui avait fabriqué le storytelling, donc autre terme anglais, storytelling en français on peut le traduire par la scénarisation. Le responsable, le principal spin doctor de la scénarisation pour fabriquer le consentement des populations à l'attaque de l'ex-Yougoslavie s'était exprimé. Il avait dit oui, voilà, du jour au lendemain, je me suis mis au boulot et puis effectivement, au bout de 2 semaines, on voyait les effets et voilà. Donc, on a vu la même chose aussi plus récemment. Parfois, c'est vrai que c'est un petit peu aidé par les potentats locaux, Saddam Hussein ou d'autres. Parfois, il y a vraiment une distorsion extrême entre la réalité locale et donc la propagande médiatique. On le voit en Syrie, on l'a vu en Libye aussi. Faites témoigner, faites parler des gens, des Libyens ou des Syriens. Vous verrez que c'est quand même très différent de ce qu'on nous présente dans les médias occidentaux. Le spin doctor, en fait, c'est un expert en manipulation médiatique et en fabrication de fiction aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut plus faire l'économie de ça. Quand on fait de la politique à un haut niveau, il est absolument essentiel de s'entourer de gens qui ont une expertise dans ce domaine-là. Alors, juste une question. Quels sont, en France, en Europe et dans d'autres pays, quels sont les plus grands spin doctors ? Alors en France, il y en avait un qui était très proche de Nicolas Sarkozy, qui s'appelle Patrick Buisson. Oui. Voilà. Aux États-Unis, un des plus connus, c'était Karl Rove. Oui. Rove. Oui. Je crois, celui dont je parlais tout à l'heure, là, qui avait beaucoup travaillé au moment de l'attaque de l'ex-Yougoslavie. Oui. Je crois s'appelait Jamie Shea. Oui. S-H-E-A, si je me souviens bien. Alors il y avait aussi, il y en a un qui était celui le plus proche de Tony Blair, oui, oui. Alistair Campbell. Oui.
Ceux qui travaillent aujourd'hui autour de François Hollande, Oui, oui. alors j'ai oublié son nom en fait. C'est pas Bon, grave. en général, les noms sont donnés, je dirais, quand ils sont plus en place. Oui. Voilà. Et donc. Mais, pardon, est-ce que ce sont plutôt, en vous posant la question, je connais un petit peu votre réponse, mais ce sont plutôt des gens à droite que des gens de gauche? Ah, ils sont absolument partout. Hein. Ah bon? Ah bah oui, oui, évidemment. Alors, est-ce que vous pourriez, donc à gauche, quels sont les spin doctors? Mais c'est ce que j'appelle la vraie gauche. C'est-à-dire la vraie gauche. C'est pas le PS, Ah. c'est la vraie gauche. Alors là, je sais pas. Très honnêtement, là, en fait, bon, comme on n'a pas encore trop le recul Oui. vis-à-vis du gouvernement actuel, Oui. je sais, il y en a un qui est un peu, dont le nom circule, Oui. mais qui est autour de François Hollande. Mais bon, Mais c'est pas la gauche. oui, enfin, je sais pas. Enfin, c'est ce qu'on appelle la gauche, hein, donc après, C'est ce qu'on appelle la gauche, mais j'utilise les termes. mais c'est surtout pas la gauche. Oui. Enfin, après, bon, c'est oui certainement, oui. Mais en fait, je veux dire, en fait, bon, là, on change de sujet, en fait. Après, Oui. la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est à gauche, qu'est-ce qui est à droite. Bon, mais là, bon, enfin, après, bon, ceux qui sont autour enfin, ce que vous entendez par la vraie gauche, c'est quoi, en fait, alors Eh ben, je vous pose la question. Et pour vous, qu'est-ce que la vraie gauche? Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, c'est les termes droite-gauche qui, à mon avis, sont un petit peu démonétisés aujourd'hui. Donc il faut peut-être arrêter de les utiliser tout simplement. Et quoi. pour quelle raison il faut ne plus les utiliser? C'est-à-dire que bon, Lucien Cerise. On sait par exemple que le think tank, bon, encore un terme anglais, donc qui signifie donc réservoir de pensée, littéralement. En fait, c'est le laboratoire de la rhétorique de tel ou tel parti ou organisation. Oui. Donc Terra Nova, qui est le think tank le plus proche du Parti socialiste, donc a dit qu'il fallait que la gauche abandonne les classes populaires et se concentre sur les minorités. Bon, donc ça, est-ce que c'est pas une dérive, hein, pour quelle raison c'est une dérive? La gauche doit s'occuper des classes populaires, quelles qu'elles soient. Hein, minoritaires ou majoritaires, on s'en fiche. Sachant que le Parti socialiste a quand même les moyens d'orienter globalement tout ce qui se fait en politique française à gauche, est-ce que c'est pas finalement l'idéologie, cette idéologie donc d'abandon des classes populaires au bénéfice des minorités, est-ce que c'est pas ça qui est en train de contaminer toute la gauche? À ce moment-là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que est-ce que la gauche n'est pas en train d'être en quelque sorte... Mais est-ce qu'on peut considérer que le PS est un parti de gauche? Moi, je reprends le clivage, je dirais, en vigueur, hein, enfin, c'est celui qu'on nous présente. Donc, à ce moment-là, bon, voilà, c'est tout. Moi, je reprends les termes, je dirais, qu'on me propose. D'accord, ok. Après, bon, je sais que de toute façon, ce qui se passe à droite, c'est à peu de choses près la même chose. Hein. Bon, il n'y a pas une... je crois que là, enfin, je veux dire, au niveau des droites et des gauches, bon... Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on vienne à votre roman, Oliganarchie. Alors, quel est le point commun avec votre roman et l'actualité économique et politique de notre pays? Donc, le point commun, c'est notamment l'intégration européenne, par exemple, hein, qui est plus une désintégration européenne. C'est-à-dire que, bon, moi je mets en scène là, dans le roman donc des personnages dont le but est de travailler à l'unification du monde. Hein, c'est-à-dire qui déploient en fait un projet politique qui s'appelle le mondialisme et qui consiste à en finir avec les contre-pouvoirs, de sorte à unifier donc le monde sous une tutelle unique et centralisée. Donc c'est quand même plutôt à droite. Si vous voulez, oui. Enfin, c'est du capitalisme, je dirais, bancaire. Donc, c'est la droite.
Oui, mais comme il y a des partis de gauche qui sont sous cette influence-là également, encore une fois, moi je reprends les termes Non, mais je vous pose qui circulent dans les médias. question. Je vous pose une question. Bah, moi, je reprends les termes en fait, qui sont en vigueur dans les médias. Un parti de gauche qui dit, qui accepte l'Union européenne, a priori, effectivement, travaille pour l'oligarchie bancaire. Par exemple. D'accord, ok. Donc, a priori, c'est pas un parti de gauche. Si on considère que être à gauche, c'est être du côté du peuple. Voilà. Exactement. Bon, maintenant, je veux dire, le populisme, en fait. Mais le populisme est au-delà du clivage droite-gauche. Oui. Je veux dire, historiquement, il y a du populisme à droite et du populisme à gauche. Oui. Donc, est-ce que le clivage c'est droite-gauche ou est-ce que c'est, en gros, populisme ou oligarchie, ou élitisme? C'est ça, peut-être que le clivage est vertical et pas, je dirais, horizontal, c'est-à-dire sur un axe droite-gauche. Peut-être que le clivage, il est, en fait, comment dire ça? Oui, vertical, c'est-à-dire haut-bas, sommet, base. Voilà. Bon, il y a des modélisations, c'est une modélisation, il y a plusieurs modélisations possibles du paysage politique, donc droite-gauche ou haut et bas, comme je ne sais plus qui avait lancé ça, là, la France d'en haut, la France d'en bas, je crois que c'était, je ne sais plus, un ancien Premier ministre. Là, ça va me revenir, c'était Raymond Barre. Je sais plus. Merci, monsieur Gresset. Voilà. Bref, toujours est-il que je pense que c'est un clivage qui me paraît un petit peu plus réaliste, un peu plus, je dirais, indexé sur le réel que droite-gauche, en fait. Que personnellement, je n'utilise plus. Au niveau, je l'utilise là parce que on en parle et puis que c'est les éléments de langage qui sont diffusés dans les médias. Mais je sais pas, je suis de moins en moins convaincu par ça, par ce clivage-là. Ce que je vous propose, c'est que pendant quelques secondes, on fasse qu'il y ait une virgule musicale. Bonjour, les créateurs sont à l'honneur avec l'émission Le Rendez-vous des auteurs sur la radio FPP 106.3 FM. Et aujourd'hui, nous parlons jusqu'à 11h30 d'un roman, Oliganarchie, écrit par Lucien Cerise. Et aux éditions La Source. Le retour aux sources. Le retour aux sources. Une question, est-ce que vous pourriez développer l'opposition entre l'unilatéralisme et le multilatéralisme? Lucien Cerise. Donc c'est une opposition qui recoupe donc celle entre pouvoir et contre-pouvoir. Voilà. Alors, juste une question, pardon de vous couper. Qu'est-ce qu'on entend, même si je connais la réponse, par les contre-pouvoirs? Alors, les contre-pouvoirs, l'idée d'institutionnaliser des contre-pouvoirs, si je me souviens bien, c'est chez Montesquieu qu'on trouve ça très développé. Oui. Voilà, c'était l'idée en fait de mettre au point un système politique où il y aurait donc des entités, des instances suffisamment puissantes pour se contrebalancer mutuellement. C'est ça. Voilà, Donc, on trouve ça au principe de base, c'est le principe fondateur de ce qu'on appelle les républiques. Oui. Voilà, on a ça donc en France, aux États-Unis, c'est très clair, avec donc l'exécutif, le législatif, le judiciaire, qui doivent en fait chacun se limiter mutuellement. C'est ça. Donc la notion de multilatéralisme et donc de contre-pouvoir pose au centre de sa vision politique la notion de limite. Voilà. C'est en ce sens que je considère que c'est anticapitaliste par nature, le capitalisme étant la transgression des limites. Et pour quelle raison ?
Parce qu'il n'en a jamais assez. Voilà. Exactement. Et que, en fait, par nature, le capitalisme est unilatéraliste. Ok. Donc, on a des témoignages de ça. Oui. Je veux dire, que ce soit dans les mémoires de David Rockefeller Oui. ou d'autres grands, manias de la banque, Oui, qui, au hasard d'un livre là, donc, dans le cas de Rockefeller, c'est pratique parce que c'est dans un livre oui. qu'on peut trouver à la FNAC et Oui. partout, où il dit, voilà, bon, je pense que la souveraineté des États-nations est quelque chose qui doit être dépassé par donc un gouvernement mondial dont nous, les banquiers et les technocrates, seront les architectes et les maîtres, quoi. Enfin, voilà. Donc là, c'est bon, il suffit de faire des recherches sur un moteur de recherche, on trouve des déclarations comme ça, aussi chez Jacques Attali, par exemple. Bon, pour ça que le clivage droite-gauche, Attali est censé être de gauche. C'est un homme de droite. Il était conseiller de Mitterrand. Oui, mais c'est un homme de droite. Oui, mais en fait, bon, au bout d'un moment, on se rend compte que effectivement, ces clivages-là ne tiennent plus. Exactement. Donc, voilà. Et puis, bon, ce que je développe un petit peu là dans le roman, bon, c'est oliganarchie. Voilà, oui, c'est-à-dire c'est les méthodes par lesquelles on travaille à élaborer ce gouvernement mondial. Alors, comment, justement ? Donc, par des tutelles supranationales, oui. et donc et puis donc effectivement des méthodes de déconstruction aussi de ces... Oui. Alors, quelles sont ces tutelles ? L'Union européenne, par exemple. Oui. Le marché transatlantique qui vient arrimer l'Union européenne à l'Amérique du Nord. Oui. Et puis bon, toutes les ONG qui essayent toujours, en fait, les lobbies aussi, oui. bon, le système bancaire international, oui. administré, centralisé beaucoup donc à Wall Street, évidemment, oui. à Londres, Allons. mais aussi en Suisse, à Bâle, la Banque des règlements internationaux, par exemple. Oui. Donc il y a voilà, tout un tas d'institutions qui ont vocation à régenter le monde en passant par-dessus les parlements nationaux. C'est-à-dire par-dessus la volonté populaire, c'est-à-dire la vox populi telle qu'elle s'exprime dans les scrutins. Voilà, donc de fait... D'où l'intérêt, entre guillemets, c'est de la provocation ce que je dis, d'où l'intérêt, d'où la fonction des spin doctors. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Oui. Dont le travail consiste à... bon, évidemment, parfois, ils ont affaire à un dossier localisé, ponctuel. Oui. Mais globalement, quand on reconstitue l'idéologie générale, générique de tous ces gens de pouvoir, oui. Ça va un peu toujours dans le même sens. C'est abolition des contre-pouvoirs. Toujours. Donc c'est la non-démocratie. Oui, c'est la dictature des banques et des lobbies. Oui, c'est la dictature... Oui. Donc, ce sont des gens de droite. Oui, il y a eu des dictatures de gauche aussi. Oui, d'accord. D'accord. Donc, c'est... moi, je vous dis, je préfère utiliser le clivage populisme-élitisme. Mais en fait, finalement, est-ce que ce livre, c'est pas un grand coup de colère ? Lucien Cerise. Oui, ça. Hein ? En fait, bon, oui. c'est aussi en fait en fait, ce sont des sujets que j'ai vraiment étudiés de près. Et puis je connais des gens qui sont dans ces milieux-là, soit en tant qu'enseignants ou voilà. Et puis il y a des publications sur le sujet où en fait, c'est pas très connu, mais il y a des écoles de formation à toutes ces techniques d'influence. Alors, quelles sont ces écoles ? Lucien Cerise. Là, il y a des écoles de management évidemment ou des choses comme ça. C'est des HEC. Oui, je pense qu'ils ont des enseignements qui donnent des techniques de manipulation, que ce soit de la PNL, la programmation neurolinguistique, exactement, ce genre de choses. Donc le terme, j'utilise beaucoup, oui, la notion d'ingénierie sociale, oui, qui permet donc de regrouper sous un terme générique, donc un peu toutes ces techniques de manipulation. L'ingénierie sociale, en une phrase, c'est la modification planifiée du comportement humain. Voilà. Et ce sont des choses qui ont été, qui étaient
connu intuitivement depuis les sophistes, depuis Platon. D'accord. Voilà, c'est depuis Platon. Bah oui, et peut-être même avant. Enfin, même avant. Je veux dire, c'est quelque part, c'est du bon sens. Enfin, en fait, Oui. quand je dis du bon sens, c'est-à-dire que depuis que l'humain est humain, il a repéré qu'il y avait des façons de manipuler autrui. Voilà. Mais alors, quel est notre libre arbitre? Alors, le libre arbitre. Est-ce que on a encore un libre arbitre? Lucien Cerise. La notion de libre arbitre est quand même très culturelle. Hein. Ça vient de la Bible, en fait. Oui. Donc, c'est pas une notion que je considère comme scientifique. Donc, je pense qu'en fait, il y a des conditionnements, on n'y échappe jamais, mais qu'il y a de l'incertitude. Voilà. Donc, ce que l'on prend pour du libre arbitre, en fait, c'est de l'incertitude. C'est que les systèmes ne sont pas fermés. Bon, moi, je viens des sciences humaines et sociales. Oui. Bon, j'ai beaucoup étudié les questions, justement, de systémique, de cybernétique. Oui. Appliquées socialement, Oui. c'est mon truc, quoi. Et donc, en fait, ce que je vois, c'est que dans les sociétés humaines, donc, ce que l'on appelle du libre arbitre, en fait, c'est de l'incertitude. Donc, c'est ce qui s'oppose, par exemple, aux sciences dures, aux sciences dites exactes. Où là, en fait, effectivement, il y a une prédictibilité de 100% pratiquement sur les phénomènes. Bon, dans les sciences humaines et sociales, la prédictibilité est rarement de 100%. Parce qu'il y a des effets d'aléas, des effets contre-intuitifs, des effets de type pharmacone, c'est-à-dire énantiodromie, c'est-à-dire où, à partir d'un seuil, une chose se renverse en son contraire. D'accord. Voilà. Bon, voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail, parce que là, on n'est plus dans le roman du tout. Oui, une question. Dans le monde, existe-t-il une vraie démocratie? Lucien Cerise. À la limite, peu importe. Et pour quelle raison? Peu importe. Non, mais quand je dis peu importe, c'est-à-dire, en fait, ça doit rester un but. Voilà. Oui. C'est des mots. Mais est-ce qu'en Europe, j'ai fait un lapsus, est-ce que dans le monde, il a existé une vraie démocratie? Lucien Cerise. Peut-être à petite échelle, oui. Où? Mais je sais pas, mais dans des sociétés qui sont peut-être en voie de disparition. En fait, bon, il y a aussi un phénomène qu'on voit en sociologie, c'est que à partir d'un certain seuil démographique, le pouvoir ne peut plus être exercé de manière directe. Il y a des formes de représentation. D'accord. Qui dit représentation, dit délégation, et donc possibilité de faire, de confisquer le pouvoir qui nous a été délégué. Donc ça, après, ce qu'il faut, c'est essayer de mettre au point des représentants. Il faut que les représentants soient honnêtes, quoi. C'est-à-dire qu'ils représentent les représentés. C'est ça, c'est exactement ça. Et qu'ils ne confisquent pas le pouvoir de manière oligarchique. Exactement. Voilà. Donc on en vient à votre excellent roman qui est Oliganarchie. Et qui est écrit par moi-même, Lucien Cerise. Et qui était fait éditer où? Le retour aux sources. Pour quelle raison écrivez-vous Lucien Cerise? Je pense que c'est une forme de toxicomanie. Est-ce qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin? Cette douce toxicomanie. Oui, non, c'est en fait en psychanalyse on appelle ça un objet petit a. Ok. C'est une façon de se faire du bien, voilà. Mais une façon là en l'occurrence symbolisée. Qui est moins autodestructrice peut-être que que de se saouler tous les soirs. C'est pas c'est pas exclusif. On peut aussi se saouler tous les soirs. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable. On peut prendre aussi de l'eau pour se saouler. Oui, aussi. De l'eau. Oui, bien sûr. Je trouve que l'eau est parfaite pour se saouler. Cela dit, le pire, c'est que ce roman, je l'ai écrit pratiquement en étant sous tous les soirs. Donc, en fait, c'est un très mauvais exemple que je donne. Oui. Mais dans certains cas, ça peut aider, en fait, ça aide à la concentration. Bon, j'étais pas sous ivre-mort, mais bon, j'avais quelques verres. Donc, non, oui, en fait... non, mais disons, c'est effectivement, c'est une façon de
effectivement de satisfaire une demande de sens. Voilà. C'est une demande de sens. Et comme on ne m'apporte pas une réponse à ma demande, bah, je me la donne moi-même. Voilà. Donc j'écris. Voilà. C'est une façon de me donner à moi-même, en fait, ma propre, comment dire ça, je sais pas, ma propre Bible, mon propre Coran, quoi. En fait, c'est votre propre Coran. Enfin, c'est votre propre Coran. Enfin, c'est votre propre Coran. Enfin, si j'étais croyant, mais c'est pas le cas. Donc c'est souvent en fait, enfin, le besoin d'écrire, souvent, bon, bah, c'est parce que en fait, il y a rien dans ce qu'on lit qui nous satisfait. Donc, on va écrire ce qu'on aimerait lire. En fait, en gros, c'est un peu le schéma par lequel qui me pousse à écrire. C'est écrire ce que j'aimerais lire. Alors, on va redire votre excellent roman, le titre. Donc, Oliganarchie. Écrit par donc Lucien Cerise. Et aux éditions Le Retour aux sources. Et puis il y a un autre livre qui est un peu dans le même esprit. C'est Gouverner par le chaos, qui était édité par là, Max Milo. Voilà, et que là j'avais aussi qui a été publié en 2011 ou 2010, de 2010 je crois. Et là sans nom d'auteur. Et puis il y a dans quelques semaines un livre de poèmes qui va sortir. Ah, j'ai ça sous le coude depuis 20 ans, mais l'an prochain plutôt. Et vous revenez quand vous le souhaitez, Lucien Cerise. Ah bah, si vous m'invitez, oui. Et pour quelle raison je ne vous inviterai pas ? Ça, c'est à vous de le dire. Hein, Et pour quelle raison je ne vous inviterai pas ? Ah ben, je vous pose la question. Eh bien donc c'est OK. D'accord, très bien. Ça marche. Merci. C'était en 2014. Donc maintenant, on va passer une chanson. Un homme de music hall qui a croqué Édith Piaf, c'est Paul Meurice. Étant une jeune fillette, elle perdit sa fleur virginale quand elle devint la poulette d'un poseur de chauffage central. Plus tard, elle eut l'âme joyeuse, car elle entra à Saint-Louis. En qualité de ventouseuse, elle se crut au paradis. C'était son rêve sur la terre, d'être une blanche infirmière. On l'appelait Margot la ventouse, elle avait des yeux de velours. Elle était petite, un peu tardouse, mais elle chantait la nuit, le jour. Elle devint un soir l'épouse de Julot, l'empereur du faubourg. Et dim diga diga dam, et dim diga diga dam, on l'appelait Margot la ventouse. Julot était un palapache, on lisait tatoué sur son front. Vivra Vachol et mort vache, sur sa fesse gauche, c'est une opinion. Il n'aimait que le pognon des autres, il portait un chapeau melon. Son œil gauche disait merde à l'autre, c'était un drôle de mironton. Un soir il dit à Marguerite, sur le trottoir travaille de suite. On l'appelait Margot la ventouse, elle avait des yeux de velours. Elle était petite, un peu tardouse, mais elle chantait la nuit, le jour. Ses deux yeux comme de ventouses attiraient le client du faubourg. Et zim diga diga dam, et zim diga diga dam, on l'appelait Margot la ventouse. Dès lors finit la vie tranquille, adieu ventouse, alcool camphré. Le soir dans les rues de la Grande-Ville, elle descend pour s'expliquer. Elle a pris froid, c'est une bronchite, à Saint-Louis elle est transportée.
On lui pose des ventouses la petite, voir revenir tout son passé. D'une voix mourante elle fredonne cette chanson, Dieu lui pardonne. On m'appelait Margot la ventouse, j'avais de grands yeux de velours. J'étais petite, un peu tartouse, mais je chantais la nuit, le jour. Je maudis le jour où je devins l'épouse de Julot, l'empereur du faubourg. Et dim digadigadam, et dim digadigadam, on m'appelait Margot la ventouse. Oui, c'était Paul Meurice. Je ne sais pas s'il connaissait les Spin Doctors. Je ne sais pas. Et maintenant, place à la création et place à un créateur avec notre ami Alexandre Geefman. Exactement. C'est Geefman, Oui. qui est un réalisateur de films d'animation. Donc on va parler de ton parcours, de tes réalisations, de tes projets. Comment, Alexandre, comment as-tu découvert cette passion des films d'animation? Est-ce ton père, un oncle, c'est une amie, un cousin, une femme, une cousine? Comment as-tu découvert cette passion? J'ai découvert mon passion depuis mon enfance. Et alors, je pense que tous les enfants ont une passion pour des films d'animation. Alors, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Et comme m'a dit Lucienne, passion, c'est quelque chose comme toxicomanie. C'est difficile d'expliquer pourquoi cette passion. Mais est-ce que tu te rappelles du premier film que tu as vu, Alexandre? Oui, je rappelle le premier film, mais oui. Mais film d'animation, je ne rappelle pas. Le premier film dans le cinéma, c'était un film américain qui s'appelle Ils ont nous à liberté. Oui. Tu sais, c'est un film, c'est un scientifique américain qui s'appelle Joy Anderson, oui. qui habite avec Léon dans l'Afrique. Elle a fait une série de films. Et je m'appelle que c'était mon premier film. Mais comme tu m'as demandé, je me souviens comme j'ai décidé d'être animateur. Parce que quand j'étais petit, je suis né dans l'Union soviétique, Union des républiques soviétiques socialistes. Et tous les enfants, quand on était enfants, ils voudraient être cosmonautes. Voilà, ils voulaient tous être cosmonautes. Oui. Moi aussi, je pense que j'étais jusqu'à l'âge de 5 ans. Oui, à l'âge de 5 ans, être cosmonaute. Et après, je suis allé à cirque et j'ai vu du clown et je pensais, non, je voudrais être du clown. Être clown. Et c'était bon, c'était mon passion. Mais après, quand j'avais 11 ans, comme vous dites, il y avait une nouvelle élève dans notre école. Oui. Et cet élève, il a dit avec très grande prudence que je voudrais être animateur. Et je pensais, c'est bonne idée. Et j'ai décidé d'être animateur aussi. Alors, c'était dès 11 ans. À l'âge de 11 ans, donc, tu as découvert cette passion des films d'animation. Oui. Non, ce que je voudrais dire, passion, c'était avant. Et pour ça, j'ai trouvé que cette idée d'être créateur de films d'animation, c'est une bonne idée. C'est pour ça que... Est-ce que tu te rappelles des premiers personnages que tu as créés?
personne. Des enfants, j'ai dessiné Mickey Mouse. Oui. C'est Mickey Mouse, voilà. Oui, j'aimais beaucoup. Et peut-être je peux continuer ce thème que Lucien a commencé. Oui. Quand vous parlez de gauche et droit, Oui. j'ai habité dans une dictature de gauche. Oui, une dictature de gauche. Oui, exactement. J'ai habité dans un pays qui était dictature de gauche. Et toutes les choses, c'était contraire. Oui. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, en Occident, les films de Disney, c'est considéré comme quelque chose, je ne sais pas, conservatif, un peu de droit même. Oui, c'est réactionnaire. Réactionnaire. Et les choses qui sont plus intéressantes, c'est les films qui passent dans le festival, c'est le film plus artistique. Qu'est-ce qui était dans l'Union soviétique? Oui. Il y avait des studios d'animation qui étaient studios professionnels et ils ont été construits des modèles de Disney. Mais, ah bon? Oui, c'est ça. Et le grand studio de l'Union soviétique qui s'appelle Soyuzmultfilm à Moscou, était créé avec des aides des personnes qui sont travaillées à Disney. Ah bon? Oui, parce que Staline aimait beaucoup de cinéma, il a vu des films de Disney, il aimait beaucoup. Et même Eisenstein, il aimait des films de Disney beaucoup. On travaille sur ce film et qu'il dit les bonnes choses de ce film. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Alors, dans ce studio qui était professionnel, qui était comme fabrique, qui était construit dans le modèle de Disney, ils ont construit dans le modèle de Disneyen les films artistiques. Qui passaient dans le festival, qui étaient faits pas pour les faire d'argent, comme les films hollywoodiens, on peut dire les autres films commerciaux, mais pour plus que faire des arts. Mais les films de Disney, ils ne passaient pas dans le cinéma, pas dans la télévision. Et on peut voir dans ce film seulement dans quelques projections qui ne peuvent pas passer souvent. Alors, les films de Disney, c'était comme ici, les films de festival ici, plus voir films de Disney ou les séries de télévision et les films artistiques des auteurs, on peut voir rarement. Et là-bas, c'était comme contraire. Et alors, quand tu vois les films de Disney rarement, et tu le perçois comme vraiment des films des arts. Et vraiment, ce film, il est très bien fait. Et je me souviens qu'une première fois, j'ai été à projection du film de Disney. C'est vraiment très, très impressionné. C'était le vieux film qui était fait dans un... Oui, mais quand on parle de Disney, je suis d'accord. Oui. Mais j'ai pas invité Disney, j'ai invité Alexandre. Ah, d'accord. Voilà. Alors, c'est toi qui est important. Alors, j'aimerais, c'est que tu nous parles un peu de ton parcours, de tes créations. Alors, d'accord, je voudrais raconter mon parcours. Alors, quand j'ai décidé d'être animateur, j'ai commencé à chercher des chemins, comment être. Oui. Et alors, j'ai découvert qu'il y a un atelier d'animation. Et cet atelier était dans une institution soviétique qui s'appelle Palais des Pionniers. C'est un palais de jeunesse communiste. Alors, dans ce palais, il y avait des ateliers différents, artistiques, scientifiques, techniques. Et un de ces ateliers était un atelier d'animation. Et j'avais beaucoup de chance parce que les professeurs de cet atelier étaient des animateurs qui, après, ont devenu de vraies stars mondialement connues. D'accord. C'est nommé Alexandre Tatarsky et Igor Kovalov. Quel est ton premier film d'animation, Alexandre? Mon personnel, c'était appelé Les Petites Pensées. Oui. C'est Les Petites Pensées? Oui, Les Petites Pensées. Alors, est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin sur Les Petites Pensées, Alexandre?
Oui, mais ce que je voudrais dire, Oui. Qu'est-ce que tu veux avant dire? que j'ai commencé à faire de mes propres films, Oui. j'ai travaillé beaucoup d'industrie d'animation comme animateur. Comme animateur. Oui, ça s'appelle animateur. Je sais qu'animateur on utilise pour animateur de fête, mais Ouais. animateur dans des films d'animation, c'est comme un acteur. D'accord. Donc, tu as commencé, si j'ai bien compris, en tant qu'animateur Oui. pendant combien de temps? Pendant 10-15 ans? Ou quelque chose comme ça, oui. 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 Et ensuite, C'est- tu es passé à la réalisation. Oui, c'était comme parallèlement. J'ai commencé à faire mes films personnels. Non, alors c'était comme ça. Après avoir fini mon école, j'ai trouvé une place dans le studio de Kiev. Oui. Oui, et j'ai fait le travail basique de dessin animé, c'est colorer des dessins. Oui. Oui. Alors, Et puis? et puis, il y avait quelques chemins en Union soviétique comme travail dans le dessin animé. Oui. Il y avait seulement une école de cinéma, une école pour toute l'Union soviétique à, Oui. à Moscou. À Moscou? Oui, qu'il y avait des départements d'animation. Oui. Mais dans cette école, ils ont enseigné un métier spécifique d'animation. Et c'est ce que tu as fait? Pas Non, non, non. Excusez-moi. Non, non, alors. Pas vraiment. C'était comme directeur d'art. D'accord, ok. Je pense que c'est créateur de personnages, Oui. créateur de storyboard, comme créateur visuel de dessin animé. Oui. Oui. Moi, je voudrais être réalisateur, mais avant, je voudrais apprendre un métier qui s'appelle animateur. Oui. Animateur, c'est comme acteur. Je prends un personnage Oui. et je donne leur âme, l'âme. C'est tu donnes L'âme. une âme à ton personnage. Oui. Et tu as parfaitement raison, Alexandre. Il faut donner une âme à ton personnage. C'est ça. Et pour ça, ça s'appelle animateur. Parce que Voilà. Anima, en latin, ça veut dire C'est ça. âme. Et alors, comment je peux apprendre, Ouais. comment je pouvais apprendre ce métier en Ouais. Union soviétique? Dans les studios d'animation, quand il y avait des besoins, Oui, c'est des besoins. d'animateurs, ils ont ouvert des cours de dessin animé, des animateurs. D'accord. Oui. Alors, et n'était pas régulièrement, c'était seulement quand le studio avait besoin. Alors, j'étais des chances que quand j'ai commencé de travailler dans ce studio, Ouais. c'était en Kiev. Je suis habité en Kiev en ce moment. Oui. Et alors, on a ouvert cette cours et j'ai commencé à apprendre dans cette cours. Mais je n'avais pas de chance de finir parce que je dois faire service militaire. Alors, j'ai fait service militaire. Oui. Et après, je suis allé à Moscou parce que... À Moscou, oui. Oui, parce que mes professeurs, ils ont déjà devenu être les animateurs très connus, réalisateurs d'animation en Union soviétique. Ils étaient à Moscou. À Moscou. Alors, j'ai décidé d'aller à Moscou. Oui. Je voudrais étudier, alors j'ai entré dans une école d'architecture. Ah bon? Oui. C'est une école d'architecture. Oui. Oui. C'est aussi étrange en France, mais oui. En Union soviétique, l'architecture, c'est considéré comme art. Ah oui? Oui. Ah ben, bien sûr. Oui, c'est art. Et alors, par exemple, pour entrer oui. dans cette école, il y avait des examens que je dois désigner dans le style de Courbet. Courbet, oui. Oui, d'une statue grecque. Oui. Alors, pour entrer là, ça, il y avait beaucoup de cours de dessin, de peinture, de sculpture, des choses comme ça. Alors, les architectes là-bas, ils savaient dessiner parfaitement. Il y avait beaucoup d'architectes pour son éducation qui travaillaient dans l'industrie d'animation. Ouais. Parce qu'il y a des choses communes, parce que c'est comme art, moitié production, moitié industrie. Ouais. Le dessin animé, c'est industrie.
Alors, c'est ça. Alors, je suis étudiant dans une école d'architecture. Oui. Et parallèlement, je suis allé pour ce même professeur et étudier avec eux un peu d'animation. Mais ce qui est passé dans cette époque... Alors, quel est le processus de création pour un film d'animation, Alexandre? Il y a quelques types de films d'animation. Il y a une technique qui s'appelle maintenant les techniques traditionnelles, Oui. comme Disney. Le processus, c'est comme ça, comme tous les films. Première, il y a des concepts, idées, après un scénario. Et toujours dans des dessins animés, il y a des storyboards. Un storyboard, donc il y a une histoire. Oui. Il y a un pitch. Oui, il y a un pitch. Après cette pitch, on développe le scénario. Oui. Il y a deux chemins. Il y a que tu écris le scénario et après ce scénario, tu dessines storyboard. Oui. Mais il y a autre chemin dans le dessin animé qui scénariste et le artiste de storyboard en même temps. Oui. Il crée l'histoire et dessine des storyboards. Il le dessine, oui. Oui. Et après le storyboard, par des storyboards, le film est divisé pour les plans. Oui. Et chaque plan, on donnait pour animateur. D'accord. Alors, pour chaque plan, oui. Oui, dans l'animation traditionnelle, il y avait quelques professions. Il y a une profession qui s'appelle animateur. Oui. Animateur, il dessine des dessins clairs. D'accord. Il y a l'autre profession qui s'appelle intervallateur. Oui. Il prend deux dessins d'animateur. Oui. Il dessine intervalle. Il dessine vraiment dans moitié de ligne. Oui. Un mouvement du personnage. C'est le mouvement du personnage. Oui. C'est exactement ça. C'est le mouvement du personnage. Oui, animateur, il crée un mouvement du personnage. C'est ça. Alors, animateur, par exemple, fait que le bras du personnage en haut, et après, le fait du bras du personnage en bas. Une moitié se dessine entre... C'est le mouvement du personnage qui est très important. Oui. Et il y a des autres professions qui, je pense qu'en bon français, s'appelle artiste de cleaner. Oui, c'est un mot très français, qui, elle, nettoyait des lignes. Parce que, pour faire plus rapide, animateur et intervallateur, il descend rapide, il ne fait pas. Est-ce que vous avez une question à lui poser, à Alexandre? Là, en fait, non, j'étais comme dire sous le charme, j'écoutais. C'est un univers que je connais pas du tout. Donc, en fait, je suis totalement. J'ai même pas de questions. En fait, comment dire ça, je prends les informations, je les mange, et puis peut-être dans 5 minutes. Mais... Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il y a quelqu'un qui est très compétent dans ce domaine, c'est notre réalisateur, c'est M. Gresset. Mais il veut pas causer dans le poste. C'est pas grave. Est-ce que tu as envie de lui poser une question? Jean-Luc Fabre. Voilà. Oui, je suis comédien. D'accord. Entre l'animation d'art et la création d'art également. Est-ce que c'est similaire? Est-ce que tu peux être plus clair? Il faut être clair. Entre un créateur d'art et l'animation artistique. Est-ce que c'est très compatible ou différent? Je pense oui, c'est compatible. Oui. Non, c'est comme cinéma d'art et cinéma... Et là, alors, est-ce que c'est, disons, une création d'animation d'art orientée, comme vous êtes d'origine étrangère? Oui. Non. C'est pas un étranger, c'est un Français. Oui, je suis français. Oui, un Français. Mais d'origine russe, oui. C'est un Français. Mais quelle est ta question? Non, c'est un petit peu, disons, la création d'art, disons, en France, et puis avant, quand on appelait, disons, la Russie. Est-ce que c'était orienté ou pas? Oui, la Russie, c'est orienté. Forcément orienté. Oui, quand Lucien a parlé... De pouvoir politique, oui. Mais j'ai toujours vu que là-bas...
Alors, Juste, oui, vas-y, je me souviens. Non, mais je me souviens d'un dessin animé Oui. donc d'origine russe, je Oui, crois, oui, ou oui. polonaise, je sais plus, qui Oui, était oui. très célèbre en France, qui Oui. passait en France, oui. Lolek et Bolek. Ah oui, Oui. c'est polonais, mais C'est polonais, oui, Oui. pardon. Oui. mais c'est qui était passé en Union soviétique, très ouais. bien. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de ton actualité. Alexandre. Oui. En ce moment, j'ai obtenu beaucoup d'aides du CNSC, SACD. C'est la c'est- SNC c'est- et la SACD. Voilà. C'est le Centre national de cinéma. Voilà. Alors, parlons de tes projets et de ton actualité, Alexandre. Alors, mon projet, c'est une série télévisée pour les enfants, une série de films d'animation qui parle d'un personnage du zèbre. C'est une zèbre. Alors, c'est un zèbre. Oui. Alors, ce zèbre, Oui. est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ce zèbre, Alexandre? Alors, c'est comme ça. J'ai fait un clip qui parle pourquoi le zèbre s'est habillé le pyjama. Il porte, c'est un zèbre qui porte un pyjama. Oui. Et quand j'ai fait ce clip, c'était dans une chanson populaire et j'ai vu que c'est un très bon personnage. Alors, je voudrais développer. Et alors, après, j'ai développé pour une idée d'une série qui c'est zèbre actué en beaucoup d'épisodes. J'ai développé avec une scénariste qui s'appelle Françoise Rouscac et nous avons obtenu de cette aide. Alors, c'est une série qui est destinée pour les enfants de 3 à 8 ans. De 3 à 8 ans. Oui, c'est pour les petits enfants. Ouais. Et alors, cette zèbre, c'est elle, à vrai dire, c'est zébrette. C'est une zébrette. Une zébrette. Et on aime les zébrettes. Oui. C'est vrai qu'on aime les femmes. Ah oui, on aime les femmes. C'est les zébrettes. Nous aimons les zébrettes. Et alors, cette zébrette, elle résolve des soucis de ses amis d'une manière très particulière, intéressante. Oui. Donc, elle est solidaire. Oui, elle est solidaire et C'est nous sommes dans une rue de zébrette solidaire. solidarité, alors c'est bien, ça me cache bien. Donc. Ah oui, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle des festivals des films d'animation. Et dans le monde, il y a beaucoup de festivals de films d'animation. Et peut-être se répondre dans votre question pour les films des arts, plus, si on peut dire, marché pour les films des arts ou les films expérimentaux, les films innovants, c'est les festivals. Les festivals. Oui. Et c'est le festival qui viennent les amateurs de films d'animation et créateurs qui voudraient voir ce qui passe nouvelle dans le cinéma d'animation et faire de nouvelles contents, c'est dans le festival. Et dans la France, il y a le plus grand festival de tout le monde de films d'animation, c'est le festival d'Annecy. Oui. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce festival, c'est peut-être c'est même unique festival de films d'animation où il y a marché de films d'animation. Il y a un marché du film d'animation. Oui, on peut dire c'est comme Cannes de films d'animation. C'est le Cannes des films d'animation. Oui. Et puis tu es aussi graphiste. Ah oui, je fais... Parce que je crois que je connais tes talents. Oui, je fais une affichette pour un très bon dramaturge, pour un très intéressant spectacle. Je crois que le titre de ce spectacle, c'est Les Allumés de la Nuit. Oui, Les Allumés de la Nuit. Il écrit pour un très bon dramaturge qui s'appelle Yves Chevalier. C'est un spectacle à la fois de la musique, du cabaret et du théâtre.
un rêve musical. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ce que je fais. Il nous reste une petite minute. Quel est le point commun entre un romancier et un réalisateur de films d'animation? Je pense que Lucien a dit que c'est les toxicomanes. C'est les toxicomanes de la création. Oui. Cette émission fut réalisée en direct par Monsieur Gresset, qui est un fanat des films d'animation. Et demain, on se voit à la même heure pour une pépite théâtrale, c'est The Paquebot Tenacity. Et dans quelques secondes, c'est l'agenda, c'est l'actualité politique et culturelle avec Bruno. Je vous souhaite une bonne journée et à demain. Et merci, Monsieur Gresset. Au revoir. Mais sans la lutte, on n'obtient rien. Dans la rue, il n'y a que dans la rue qu'on obtient les choses. Ailleurs, c'est que du blabla. Moi, ça me donne encore plus de colère, plus de rancune et d'amertume vis-à-vis du système. Voilà, vous retrouvez Yves Chevalier demain pour son émission consacrée au théâtre Sans Frontières à partir de 11h.